Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Nous vivons dans un monde où tout ce qui est vivant est malheureusement menacé. La biodiversité s'effondre à une vitesse effarante, mais tout n'est pas perdu. La vie foisonne encore autour de nous quand on sait l'observer. Saviez-vous par exemple que dans une cuillère à soupe de terre végétale, on trouve en moyenne 6 milliards d'organismes vivants ? Saviez-vous que dans une prairie en bonne santé, on peut compter jusqu'à 3 tonnes de vers de terre par hectare ? Ces chiffres sont juste un petit aperçu de l'énorme diversité et de l'énorme richesse que contiennent les sols. Quand on commence à s'y intéresser, on a tout de suite envie d'encourager et d'aimer tout ce qui grouille, tout ce qui bave et tout ce qui rampe dans les sols. Et c'est ce que font nos deux invités. À ma droite, la comédienne Sophie Akawi. Elle a créé un spectacle dédié aux vers de terre qui s'appelle Dieu, Darwin, Marcel et moi. Elle s'est inspirée des travaux de Marcel Boucher, un spécialiste français des vers de terre. Bonjour Sophie. Bonjour. À ma gauche, Christophe Bichon, qui jardine en permaculture, qui travaille notamment pour l'association Le Sens de l'Humus, à Montreuil, et qui met la vie du sol au cœur de ses pratiques. Bonjour Christophe. Bonjour. Pour commencer, j'ai une question qui vous concerne tous les deux. Beaucoup de gens se désintéressent du sol et on peut les comprendre. Vous vous passionnez pour le sol et pour ses habitants. Comment vous avez commencé à vous intéresser au sol et Sophie, comment vous avez commencé à vous intéresser aux vers de terre ? Eh bien moi, en tant que citadine et mangeuse de légumes, j'ai eu un souci écologique qui est de me dire toutes ces ordures comestibles que je mets dans ma poubelle, toutes ces épluchures, c'est quand même un gâchis. Pourquoi les mettre dans une poubelle ? Est-ce que ça ne serait pas mieux dans un composteur ? Et une fois que j'ai eu mon lombricomposteur, parce que j'habite à Paris dans un immeuble avec j'ai pas un jardin, donc j'ai dû mettre cette caisse sur un balcon et que j'ai eu mes petites bêtes, mes petits vers qui ont commencé à dégrader mes épluchures. Là, ça a été un éblouissement. J'ai enfin compris ce qu'était le cycle de la vie. J'ai enfin compris que de la matière organique morte pouvait ressusciter la vie grâce à mes vers de terre qui sont donc un élément de transition, de transit aussi je pourrais dire, puisque c'est son caca aux vers de terre qui redonne la vie. Et jusqu'à en créer un spectacle Ah oui, alors j'en ai écrit un spectacle parce que c'est mon travail, c'est mon métier d'écrire des spectacles et de les jouer à partir de mes propres étonnements, mes propres interrogations, mes propres éblouissements, parce que là, ça a vraiment été un éblouissement de comprendre que cette petite bête, mais absolument misérable, ce ver de terre de rien du tout, si tu te fais ver de terre, ne t'étonne pas que l'on t'écrase avec le pied. C'est Kant qui disait ça. C'est vous dire combien cet animal est méprisé. Eh bien, c'est grâce à cet animal que le sol est un sol vivant, fertile, et c'est le ver de terre qui a un rôle primordial avec de tas d'autres éléments comme les champignons. Enfin, on peut parler après de tout ça, mais le ver de terre, c'est quand même le seigneur du sol. Et ça m'a épatée. Et vous, Christophe, comment vous avez commencé à vous intéresser à la vie du sol ? Alors, l'anecdote est intéressante. Il s'avère que les parents de ma compagne ont une petite maison de campagne dans le Loiret et qu'à un moment donné, le champ attenant à cette maison a été à vendre. Au début, nous, on voulait qu'une toute petite portion pour faire le tour de la maison et il s'avère que les héritiers qui avaient été retrouvés, en fait, nous proposaient le même prix pour une petite bande de 10 mètres que l'intégralité du champ, à savoir 6500 mètres carrés. Donc, on a acheté le champ. Et on s'est retrouvé à la tête d'un champ sans trop savoir quoi faire. Et à l'époque, moi, j'étais passionné par les plantes sauvages, mais sans trop savoir les nommer, juste leur forme, leur beauté me passionnait. Et puis, donc, j'ai commencé à me lancer dans l'aménagement de ce terrain sans rien y connaître. Et je pense qu'en termes de jardinage, je ne pense pas avoir raté beaucoup d'erreurs. Je pense les avoir à peu près toutes enchaînées les unes après les autres. D'accord. Donc, je suis autodidacte et j'ai beaucoup appris par l'erreur. Et l'erreur est quelque chose qui permet d'apprendre de manière justement très constructive. Donc, à un moment donné, je savais pas comment on implantait un massif. Alors, j'ai fait comme on le faisait traditionnellement. J'ai sorti le motoculteur et je me suis mis à labourer vraiment violemment et à semer des graines. Et il s'avère que la première année, la chance du débutant a plutôt pas mal fonctionné. Mais la deuxième année, est apparu un phénomène que je n'arrivais pas à comprendre à l'époque. J'ai eu une invasion de boutons d'or, donc renoncule rampante, et tous les massifs qu'on avait organisés, puisque ma compagne est graphiste selon des camailleux, et donc il y avait le massif rouge, le massif jaune, le massif bleu, le massif blanc, c'est devenu force jaune. Tous nos massifs étaient constellés de boutons d'or, et il a fallu passer des heures et des heures de désherbage extrêmement pénible parce que le bouton d'or a une racine très coriace et surtout il se reproduit par stelon, comme le fraisier.
Et à un moment donné, j'en suis arrivé à la conclusion que, justement, le bouton d'or, il était là parce que j'avais bouleversé le sol. Et en fait, le bouton d'or, donc je le sais depuis, en fait, c'est une plante bioindicatrice qui adore les sols lourds, argileux, ce qui est le cas de mon terrain, et les sols qui viennent d'être bouleversés. Et il adore les sols humides, c'est le cas de mon terrain. Donc en fait, je l'ai multiplié. Et le fait de passer le motoculteur à fractionner chaque fragment, à redonner un nouveau bouton d'or. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui concerne le non-travail du sol est devenu une obsession chez moi. Vraiment, j'en rêvais la nuit, de comment faire pour ne plus retourner la terre. Donc, j'ai mené beaucoup d'expérimentations. Voilà. Mais le sol, oui, je l'ai abordé justement en lui faisant beaucoup de mal. Donc, désormais, j'essaie de réparer mes erreurs et de le soigner. Alors, quand on imagine un sol, la plupart des gens, et c'est pas loin d'être mon cas, on imagine une espèce de grosse masse inerte, un peu humide. Et en fait, quand on se renseigne, on se rend compte qu'un sol, c'est pas ça. Un sol, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, qui est en permanence remué. Quand vous imaginez-vous un sol, vous voyez quoi ? Moi, je vois des horizons, mais parce que maintenant, j'ai compris un truc. En fait, des horizons, c'est-à-dire des couches étagées les unes sur les autres, et avec des couleurs. Parce que c'est l'histoire, c'est comme un arbre avec les cernes dans l'arbre. C'est l'histoire, les années, les sécheresses, les humidités. Un sol, c'est pareil, ça se lie, on fait une coupe, on fait un trou, et on regarde les strates qu'on appelle des horizons. Et c'est ça que je pense. Quand je pense à un sol, je pense horizon, histoire du sol. Qu'est-ce qu'il y a sous mes pieds ? Et aux tunnels aussi qui sont... Ah oui, et bien sûr. Et aux bêtes qui traversent ces strates, qui traversent l'histoire, en fait. Le ver de terre, celui qui intéresse beaucoup les jardiniers, c'est le lombric, de la 3e catégorie selon Marcel Boucher. Donc, c'est l'anécique qui monte et qui descend dans le sol. Ce ver de terre passe son temps, effectivement, à creuser des terriers. Enfin, il a même son terrier parce qu'il est solitaire, le ver de terre. Il vit tout seul dans son terrier toute sa vie. Donc, effectivement, quand Christophe retourne son champ, il perturbe les vers de terre qui sont casaniers. Et là, c'est la pagaille pour eux parce que leur maison est complètement sans dessus, sans dessous. Et il faut absolument recréer une baraque pour eux. Et c'est horrible, pauvre bête. Pauvre bête. Et vous, Christophe, vous imaginez quoi quand vous pensez à un sol ? Alors désormais, quand je pense au sol, je pense à la vie. Puisqu'en fait, tu évoquais quelques chiffres en préambule de cette émission. Alors certains auteurs en citent d'autres à peu près similaires, mais certains avancent même plutôt 4 à 5 tonnes de vers de terre à l'hectare sur une prairie non malmenée. Et il faut quand même pas perdre de vue que 75% du vivant sur cette planète est sous le sol. Et donc voilà, c'est vraiment cette idée que je garde. Alors évidemment, on parle d'êtres qui sont invisibles à l'œil nu. C'est pour ça qu'on a tendance un peu à les oublier, mais il y a toute une faune, alors qui généralement est classée en fonction de sa taille. Donc on parle de micro-organismes, on parle de microfaune, de mésofaune, de macrofaune. Et tout ça, c'est un ensemble de vie absolument grouillant. Alors comme l'évoquait Sophie, effectivement, le travail du sol va consister, dans la plupart des cas, à détruire cet habitat, puisque le sol est un habitat, et il est absolument tout sauf ce substrat inerte qu'on a pensé pendant très longtemps. Et d'ailleurs, il y a encore des personnes qui, dans l'agriculture conventionnelle, parlent de substrat, ce qui est une hérésie totale. Non, le sol est bel et bien vivant, et le sol est constitué par le vivant aussi. C'est ça qu'il faut retenir. À la base, on part d'un caillou, la roche-mère, et qui par toute une série de dégradations physiques, chimiques, organiques, va se transformer justement en un lieu qui est en capacité d'accueillir de la vie sous une forme animale, végétale. Et sans parler des champignons qui sont un règne à part entière, puisque désormais on parle de règne fongique. Voilà, donc pour moi, le sol, c'est la vie, vraiment. Et malheureusement, on l'oublie souvent. Oui, et si je puis me permettre, moi quand j'ai voulu écrire un spectacle sur le sol, c'est ça qui m'a complètement renversée, c'est que je me suis aperçue que la beauté du monde pour nous c'est toujours ce qu'il y a à l'extérieur, c'est le ciel, c'est les abeilles, c'est le soleil, c'est les fleurs, mais on a du mal à imaginer que la beauté du monde ce soit la terre. On dit aux enfants, ne touche pas, c'est sale. Alors, pourtant, c'est ça la beauté du monde, puisque c'est ça la création. C'est là que la vie est partie. Et le noir, l'obscur, c'est plutôt le monde des enfers, le monde des cadavres, le monde du mort. Alors que c'est pas du tout ça. Le sol, c'est vraiment la base de la vie. Et pour moi, effectivement, avant de m'intéresser au ver de terre, sincèrement, je croyais qu'un sol, c'était vide.
Et c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a dit pendant très longtemps sur l'agriculture. L'agriculture, ça a toujours été le labour, la charrue, ça a été quelque chose de... ça incarne en fait l'agriculture. Et là, vous nous dites que pour être un bon agriculteur, au contraire, il faut ne pas perturber le sol, il faut le maintenir tel quel. Donc c'est un renversement total. Oui, alors moi aussi, j'ai mis du temps à réaliser cette chose et désormais, il y a de plus en plus de personnes de par le monde qui portent ce discours. En fait, on matraque les sols depuis l'invention de l'agriculture, à savoir depuis le néolithique. Mais à l'époque, il faut quand même bien garder en tête que les moyens mécaniques utilisés le perturbaient de manière très légère, puisque l'ancêtre de la charrue est l'arère, qui est un outil qui à la base était constitué juste d'une pièce de bois tirée par une traction animale, une force animale. Et ça perturbait juste les premiers centimètres du sol. Ça permettait de préparer ce qu'on appelle un lit de semence, qui va permettre en fait de pouvoir préparer la terre, l'affiner pour que les graines que l'on souhaite obtenir germent. Désormais, avec des outils modernes, tels que les tracteurs contemporains. Et d'ailleurs, gardons à l'idée que les tracteurs, en fait, sont un héritage de la Deuxième Guerre mondiale et qu'à la base, en fait, c'est une technologie qui est issue des chars d'assaut. Je parlais des tracteurs à chenilles. Les premiers tracteurs avaient des chenilles. Et ce qui est marrant, c'est que on revoit des tracteurs à chenilles apparaître désormais. Et effectivement, là, on peut retourner le sol sur 30 cm, ce qu'aucun bœuf au monde ne peut faire. Et comme l'évoquait Sophie, ces organismes qui vivent en surface, qui ont besoin d'oxygène, que l'on appelle des organismes aérobies, se retrouvent en profondeur, sans oxygène, ils meurent. À l'inverse, on a toute une série d'organismes qui vivent en l'absence d'oxygène, qui se retrouvent exposés à l'oxygène, qui est un poison violent. Voilà, sans parler des vers de terre dont on a détruit l'habitat. Et quand on passe des outils rotatifs, alors là, on fait une petite purée, une spaghetti bolognaise de lombric. Oui, et si le lombric a réussi à échapper à la lame, il se retrouve à l'air libre et on voit des nuées d'oiseaux qui suivent les tracteurs et qui s'abattent sur ces pauvres bêtes qui sont sans yeux, ils voient que dalle. Et là, ils sont complètement prisonniers. Mais ça paraît surprenant d'en arriver à cette conclusion que de se dire qu'on s'est planté pendant si longtemps. Les dégâts, on a mis du mal à les voir apparaître. Et la première manifestation la plus flagrante, elle date des années 30 aux États-Unis avec ce phénomène qu'on appelait le Dust Bowl, quand ces grandes plaines céréalières ont été moulinées et surtout en fait ont été suivies par des phénomènes climatiques de vent très violents. Et en fait, on a une couche les champs partaient littéralement. Alors d'ailleurs c'est cité dans le roman de John Steinbeck, Les raisins de la colère. Voilà, et la prise de conscience, elle est née de là, mais il y a encore des agriculteurs qui continuent à faire ces labours profonds et une partie de leur champ part dès la première pluie. Il y a un phénomène d'érosion massif. Ce qui permet une prise de conscience aussi, c'est l'avancée de la science. Il y a un exemple qui est vraiment frappant pour moi depuis quelques années, c'est la meilleure compréhension de ce qu'on appelle les mycorhizes. Donc, je vais essayer de résumer, c'est les alliances entre les plantes et les champignons. En gros, la plante, avec ses racines, va rejoindre les filaments des champignons et on découvre qu'il y a vraiment une interdépendance, que tout le monde est gagnant. Il y a la plante qui transmet des sucres aux champignons, il y a le champignon qui, lui, va transmettre des minéraux à la plante, et ça va tellement loin qu'en fait certaines plantes ont besoin des champignons pour vivre et vice versa. Et ça, c'est sûr que si on n'a pas les découvertes scientifiques pour nous le montrer, on a beaucoup de mal à avoir envie de le protéger. On va écouter un extrait qui en parle et qui m'a beaucoup surpris parce que ça se parle en ville. Et là, on est sur une truffe de 25 grammes, donc c'est une bonne truffe. Clairement, on trouve les mêmes dans le sud-ouest. C'est une truffe en bonne santé et peut-être pas complètement mûre, mais qui a pu se développer complètement. Et elle a poussé à quelques mètres de la Tour Eiffel, sur le toit-terrasse d'un hôtel parisien amateur de verdure. C'est en creusant pour de nouvelles plantations qu'un jardinier chercheur a découvert la truffe. Oui, donc là, c'est l'histoire d'une truffe qui a été découverte donc en plein Paris sur une toiture végétalisée, donc à un endroit où on se dit que le sol n'est pas forcément excellent, mais si, c'est le cas. Et donc cet arbre, en fait, c'est un charme, et cet arbre est nécessaire pour que grandissent les truffes. Moi, ce qui m'a fait plaisir en entendant ça, c'est que quand on jardine en ville, et c'est le cas de beaucoup d'auditeurs de Bon Plan, on s'interroge toujours sur la qualité du sol qu'on côtoie et sur la vie du sol qu'on côtoie. Et là, en entendant ça, on se dit
dit qu'il peut y avoir des symbioses assez complexes dans un sol, même en ville. Est-ce que vous, Christophe, au Sens de l'Humus et ailleurs, vous voyez ces manifestations de la vie du sol, même en milieu urbain ? Oui, tout à fait. Alors, il existe 3 grandes catégories de champignons. Des champignons parasites, qui nous posent bien des problèmes, à nous, jardiniers, et puis qu'on peut retrouver aussi sur son corps. Les mycoses sont des champignons. Ensuite, on a des champignons saprophytes, qui sont des décomposeurs, tels que la pleurote, qu'on aime bien manger. Mais surtout, l'immense majorité des champignons sont des champignons dits mycorhiziens, qui établissent une symbiose, effectivement, avec les végétaux. Et là, on en est au tout début des recherches. Et désormais, on a pu mettre en évidence que alors c'est une symbiose qui est basée sur une relation gagnant-gagnant, puisque en fait le champignon va permettre d'accroître de manière considérable la capacité d'absorber l'eau et certains minéraux qui sont difficilement ou pas absorbables par le végétal, et qu'en l'inverse le végétal va redonner des sucres que le champignon ne peut pas produire, puisqu'il n'est pas un être chlorophylien, et il ne peut pas faire de photosynthèse. Et effectivement, en fait, il faut bien prendre en compte que les champignons, pour beaucoup de gens, c'est ce truc qui sort, qu'on voit dans les bois. Donc, en fait, ça n'est plus ni moins que la fructification du champignon. Ce qu'on appelle un carpophore, mais que le champignon en fait est un réseau de filaments extrêmement fins, beaucoup plus fin 50 fois plus fin qu'un cheveu, et ce qui est sous une forme de réseau, donc on appelle des ifs, et que là effectivement le fait de travailler la terre va bouleverser ce réseau qui va mettre beaucoup de temps à se reconstituer. Donc effectivement, nous même en ville, on le voit bien. Alors nous, on utilise beaucoup de paillage au jardin. Pour différentes raisons. Ça consiste à mettre une grosse couche de végétaux, de paille, voilà, c'est ça. Alors le paillage, en fait, on peut pailler avec de la matière organique, donc de la paille, du foin, du broyat, du BRF, bois raméal fragmenté, qui sont des jeunes branches coupées. Mais on peut également pailler, c'est valable, avec un matériau sous forme de pierre, par exemple. On peut pailler avec de l'ardoise, avec de la craie, avec de la pouzzolane, de la roche volcanique. Et en fait, nous, on se rend compte qu'on paille principalement avec du broyat, parce qu'on a la chance d'avoir l'accès à cette ressource. Et on se rend compte qu'on a vraiment un sol qui devient grumeleux, très meuble. Ça limite énormément tout le travail d'arrosage, bien entendu. Et puis ça évite aussi énormément ce travail fastidieux, pénible de désherbage qu'on va devoir mener régulièrement. Et quand on met un peu les mains dans le sol, ou même quand on soulève notre broyat, on a déjà des amas. En fait, le broyat a commencé à être colonisé par du mycélium. Donc on voit des amas blanchâtres, des filaments, et qui le conservent sous forme de boulettes bien collées. Donc c'est signe que les champignons sont revenus dans le sol. Ça, ils peuvent revenir assez rapidement ? Très rapidement, en fait, oui. Et quand on parle de la truffe, à Paris, c'est que sans doute le plant était mycorhizé, puisque désormais, on peut acheter des plants de noisetiers ou de chênes mycorhizés. Donc en laboratoire, des personnes vont faire en sorte que ils vont inoculer le champignon. Voilà, c'est une inoculation. Ouais. Oui. Et comme ça, l'arbre prospère. Parce que tout de suite, il a ses petits pieds qui sont dorlotés par le champignon. Puisque le champignon, il attaque effectivement la roche. Donc c'est le champignon seul qui peut aller chercher les sels minéraux dans la roche. La plante ne peut pas le faire. C'est un échange. Et vous qui êtes passionné par le ver de terre, vous avez été confronté à ces champignons également ? Est-ce que j'ai été confrontée à ces champignons ? J'ai eu un peu de moisissure dans mon composteur, ça c'était l'horreur. Mais en soi, c'est pas non plus néfaste pour mon composteur. Puis mes vers de terre, ils s'en foutent complètement. Mais il m'est arrivé effectivement de mal doser mon lombricomposteur et d'avoir une espèce de duvet blanc ou vert de fruits qui se seraient gâtés. Ouais. Et ça vous a donné envie de jardiner, de pratiquer le fait d'avoir été comme ça ? Ouais, moi j'ai des petits pots de fleurs sur mon balcon. Mais c'est un peu frustrant parce que c'est pas de la pleine terre. Donc je fais ce que je peux. Par contre, je déverse la merde de mes vers de terre, qu'on appelle du compost. Je mets ça sur mes pots de fleurs. Et puis comme je suis un peu impatiente, je sais pas trop faire sortir mes vers de terre de leur propre caca. Parce que c'est dingue, quoi. Ils vivent dans l'assiette.
Ils bouffent, ils chient, ils se reproduisent dans l'assiette. C'est dément, ces bestioles. Hein. Et donc, mes vers de terre, ils atterrissent dans mes pots de fleurs. Et puis, dès que j'ai le dos tourné, c'est les oiseaux du quartier qui s'abattent sur mes pots de fleurs et qui boulottent mes vers de terre. Oui, parce que les vers du lombricompost ne sont pas faits pour vivre dans un pot de fleurs, si ? Non, parce qu'en fait, donc il y a 3 catégories de vers de terre. Ça, c'est Marcel Boucher qui est notre grand géodrillologue national. C'est Marcel donc qui a en 1971, qui les a classés, les épigés, qui sont les vers de surface. C'est ceux-là qu'on met dans nos lombricomposteurs d'appartements. C'est des petits vers de terre rouges, qui sont très voraces, qui mangent beaucoup. Ils mangent jusqu'à 30 fois leur poids de nourriture par jour. Bon, certes, ils sont rikiki, mais enfin, mettez-vous à leur place, mangez 30 fois votre poids de nourriture, c'est colossal. Et donc, évidemment, ils mangent, ils chient. Bon. Donc, leur caca est tout à fait fantastique. En plus, ils peuvent le remanger plusieurs fois, ce lombrimix, car ils l'affinent de passage dans leur tube digestif en passage dans leur tube digestif. Donc ça, c'est les épigés, c'est ceux-là qui sont dans nos lombricomposteurs. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de vers de terre qu'on appelle les endogés, qui vivent dans la terre, à l'horizontale, jusqu'à 30 cm de profondeur de sol. Ceux-là, on les voit pas, ils remontent pas à la surface, ils sont invisibles. Ceux-là, on les connaît très peu. Il y a un chercheur français qui travaille dessus, son nom m'échappe, je vais retrouver. Un type très amusant aussi d'ailleurs. Je crois que dans le milieu du ver de terre, il y a beaucoup de farfelus. Hein. Et ces vers sont peu connus. On pense qu'ils représentent 18% des vers de terre sur la planète. Et puis le ver de terre champion, 80% du ver de terre, c'est donc l'anécique qui monte et qui descend dans le sol et qui, lui, est le fameux lombric. Et c'est vraiment lui, l'auxiliaire du jardin, c'est vraiment lui qui fabrique le complexe argilo-humique, comme disent le couple Bourguignon, Lydia et Claude Bourguignon, qui sont des ingénieurs agronomes qui ont monté leur propre labo et qui conseillent les agriculteurs. Donc le complexe argilo-humique, c'est ce dont parlait Christophe, c'est l'alliance entre le minéral qui se trouve au fond du sol, près de la roche-mère, donc ces minéraux qui s'effritent, et puis l'organique qui se trouve à fleur de terre, qui est la décomposition organique de la matière organique. Donc le complexe l'argile, ces fameux minéraux humiques, de l'humus du sol, au ras du sol, c'est ça la terre. C'est cette alliance organo-humique. Et le ver de terre, c'est le grand champion, parce qu'il traverse ces fameuses strates. C'est lui qui monte, qui descend et qui mélange tout, qui brasse. Et maintenant qu'on touche du doigt cette richesse, on a envie aussi de la protéger et surtout de l'encourager. Quelles sont les méthodes pour favoriser la vie du sol ? On a évoqué le paillage déjà, le fait de ne pas retourner la terre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Déjà, avec ces 2 petites actions, c'est déjà énorme. Ensuite, quand on a des sols qui sont vraiment fortement dégradés, où la vie est absente, on peut justement faire un peu ce qu'on a évoqué, de l'inoculation, en aidant un petit peu. Alors, ça peut être justement en utilisant du compost pour réintroduire des micro-organismes, ou du jus de compost, ce qu'on appelle du thé de compost. Ça consiste en fait à, pendant 48 heures, laisser un bulleur d'aquarium dans un seau qui a recueilli de l'eau de pluie, un seau en plastique ou en bois, pas en fer, pour pas qu'il y ait d'oxydation, et à laisser cette oxygénation. Donc on va avoir une multiplication de ces micro-organismes. Ensuite on va filtrer, on va arroser en rediluant au 1/10 ou 1/20. Voilà, ça peut restimuler un peu le sol quand il est vraiment fortement en manque de vie. Mais ce qui est agréable, c'est de se rendre compte qu'on peut partir de zéro, ce qui est malheureusement souvent le cas en ville. Je sais que vous travaillez pas loin des murs à pêche à Montreuil, donc oui. Il y a cette magnifique histoire d'une sorte d'écosystème qui a été créé par l'humain pour attirer les pêches. Mais il y a aussi tout un passé de pollution massive oui. Des sols. Comment vous arrivez quand même à jardiner avec un sol pollué ? Très bonne question. Alors, pour revenir très vite sur l'historique, les murs à pêche ont été créés au XVIIe siècle et pour moi, on est déjà dans un principe de permaculture, l'aménagement d'un territoire en vue de le rendre productif. Et c'était extrêmement ingénieux à l'époque puisque les personnes qui ont construit ces murs à pêche, en fait, se sont
emparés d'un matériau qui était abondant à l'époque, le gypse, le plâtre, et ont érigé des murs en général de 2,30 m à 2,70 m de haut, en plâtre donc, orientés nord-sud, en général espacés de 4 à 5 mètres. Et en fait, ça a permis de faire office de tampon thermique, donc d'accumuler la chaleur pendant la journée tout en la restituant la nuit, et de pouvoir implanter des pêchers qui étaient palissés. Donc ils étaient taillés de manière à être plaqués contre le mur, et ça permettait d'avoir une production aisément accessible d'une part, on n'a pas à monter à l'échelle, et puis surtout l'arbre profitait justement de ce rayonnement avec tout un système assez complexe où il y avait même la possibilité de les abriter avec des nattes de paille quand il y avait des gels ou quand il y avait des pluies, et les pêches étaient vendues à la cour du roi Louis XIV, à la cour des tsars de Russie, à la cour d'Angleterre, et elles atteignaient des prix incroyables. Et l'histoire a perduré jusqu'au 19e siècle, où l'aventure s'est malheureusement un peu arrêtée d'un point de vue économique, puisque le chemin de fer a permis d'avoir des pêches venant du sud de la France avec plus de 2 à 3 semaines d'avance sur celle de Montreuil, donc le marché s'est écroulé. Et malheureusement, à cette époque-là, alors on parle souvent des pêches, mais il n'y avait pas que des pêches, hein. Il y avait des pommiers, des poiriers, il y avait une énorme tradition horticole également, et puis une tradition maraîchère, puisque Montreuil nourrissait la ville de Paris. Et malheureusement, à cette époque-là, les personnes qui cultivaient ont eu la mauvaise d'utiliser comme amendement les boues des stations d'épuration de la ville de Paris, les gadous. Et ces boues, évidemment, contenaient beaucoup de choses pas saines du tout, et notamment des métaux lourds qu'on retrouve désormais sur l'ensemble du site. Mais cette question, en fait, de la pollution, elle est valable pour l'ensemble de la région Île-de-France. Hein. Il faut pas. Je pense que à Montreuil, on n'est pas plus touché que les autres, hein, vraiment. Et alors là, c'est un vrai problème, parce que comment gérer ça à ce jour? On est encore sur des démarches expérimentales. On sait pas vraiment. Alors, il y a déjà des recommandations d'usage. Ne pas consommer de légumes feuilles. Là, on est sûr qu'il y a une accumulation très forte. Légumes racines très forte aussi. Et il s'avère que sur des légumes fruits, voire sur des arbres, on retrouve beaucoup moins de résidus dans le fruit. Il y a déjà la plante qui opère une première filtration. Et après, sur les techniques, alors actuellement, tout le monde est un peu en train de plancher là-dessus. Il y a ce qu'on appelle la phytorémédiation, qui consiste à utiliser des plantes pour extraire ces métaux lourds. Alors le problème, c'est qu'une fois que la plante a capté et extrait les métaux lourds, il faut bien entendu faucher la partie aérienne, ne surtout pas la recomposter, sinon ça repart dans le cycle, et idéalement incinérer. Et désormais, il y a des laboratoires qui permettent en fait dans les cendres de récupérer le métal en question. Il y a peut-être une voie à creuser du côté des champignons, pour revenir aux champignons. Notamment, il y a un des grands mycologues qui s'appelle Paul Stamets, d'origine américaine, et qui lui a réussi à développer des champignons. Alors, vous savez, quand on a une marée noire, en fait, on a des résidus massifs, puisqu'en fait, il faut, avec des tractopelles, passer sur la plage, on ramasse un mélange de mazout, de fioul lourd, mélangé à du sable, et on ne peut rien faire de ce matériau. Donc, en fait, on le stocke sous des bâches, et on attend des années. On ne sait vraiment pas quoi le faire, à part le brûler. Et ce chercheur a réussi à développer, à mettre en place une variété de champignons très particulière qui a la capacité de briser les molécules d'hydrocarbures. Donc il a inséminé ces tas tout puants, tout gluants, et alors je crois que c'est 8 mois plus tard, en fait ça s'est transformé en compost. Il y a une vidéo qui circule sur le net qui est passionnante. How the mushroom could save the world. Comment les champignons peuvent sauver le monde. De Paul Stamets. Le titre fait très envie. Et donc c'est ce genre de technique qui pourrait être utilisé pour oui, rendre plus fertiles les sols qui ont été pollués. On en est, nous, au stade de la recherche. Hein, c'est pour ça qu'on est accompagné par des instituts, parce que là, ça dépasse un peu le simple jardinier. Alors sinon, la solution, elle est très basique. Quand on a un sol pollué, on fait du hors-sol. Alors je rappelle que le hors-sol, une jardinière est du hors-sol. Hein. Le hors-sol, ça signifie qu'il n'y a plus contact entre le sol initial et le sol cultivé. Donc ça va consister c'est pas forcément un gros mot, ça veut pas dire qu'il y a forcément beaucoup de... Non, mais sinon je dis ça parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui me disaient, qui pensent que le hors-sol, c'est faire pousser des tomates dans des serres, dans de la laine de roche. Non. Une jardinière avec de la terre et du hors-sol. Et donc là, l'idée, c'est de faire des bacs surélevés avec donc un système qui empêche absolument le fait que nos amis vers de terre, ce sont eux les pollueurs,
à leur insu, bien entendu. C'est qu'en fait, si on n'isole pas la couche de terre saine que je viens de mettre dans mon bac, c'est le verre qui va, lui, avec ses allers-retours incessants, comme l'évoquait Sophie, recontaminer ma terre qui est saine. Donc il faut mettre un géotextile, ou mieux encore, une bâche plastique durable, parce que du PVC, ça dure 10 ans, ça se fragmente, qu'on appelle de l'EPDM, et qui est une bâche qui a une durée de vie d'1 siècle, et qui est intéressante parce qu'elle est fabriquée à partir de matériaux de pneus recyclés, et c'est la firme Firestone qui produit ce matériau, qui est très utilisé pour tous les bassins de carpe-coï ou les retenues que vous voyez sur le bord de l'autoroute, c'est ce matériau. D'accord, donc si on a un doute sur la pollution dans son sol, parce que c'est difficile à savoir, il vaut mieux le protéger et utiliser une bâche comme ça. Oui, vous amusez pas à faire de la salade sur un doute dont vous ne savez pas. Et le principe de précaution consiste à aller faire des analyses dans un laboratoire. Et Sophie évoquait le LAMS, donc de Claude et Lydia Bourguignon. Je fais un peu de publicité parce que on a fait faire des analyses il y a pas longtemps parce qu'on s'occupe de jardins aussi au pied d'immeubles, et on les a fait faire chez eux, et après avoir comparé beaucoup de différentes entreprises, ils étaient les moins chers même, je peux le dire. Voilà. Et comme ça, vous saurez si votre sol est pollué, quel est son taux de matière organique, quels sont les différents éléments qui le composent. Et pour un jardinier, c'est toujours important d'avoir une base. C'est bon à savoir que ça peut être accessible. Parce que les vers de terre, ils sont indestructibles, c'est ça qui est dingue. Par exemple, à Tchernobyl, les gens se sont enfuis et les vers de terre, ils ont survécu aux radiations. Ils sont toujours là dans le sol. Des tas d'animaux, d'ailleurs, sont là, mais le ver de terre, il est toujours là. Et comme, effectivement, il monte, il descend, eh bien, il remonte à la surface toutes les cochonneries, quoi. Et c'est terrible. Les gens que vous côtoyez et que vous initiez à la magie des vers de terre, comment ils réagissent quand ils découvrent tout ça ? Ah, mes spectateurs ? Oui. Les spectateurs du spectacle Dieu, Darwin, Marcel et moi ? Oui, voilà. Certains viennent parce qu'ils s'intéressent déjà aux vers de terre, peut-être parce qu'ils ont déjà un composteur chez eux, donc ils sont tout contents d'entendre parler de leur héros. Donc ils sont ravis de comprendre que ce ver de terre qu'ils élèvent dans leur composteur, c'est rien du tout, c'est 1% des vers de terre, mais de comprendre qu'ils sont leurs grands cousins. Et puis de voir aussi que effectivement le compostage, ça peut être écologique pour lutter contre l'incinération à tout crin de nos poubelles. On peut sauver les matières organiques. Et puis aussi composter, c'est aussi retourner à la terre, retourner à la vie. Donc c'est pas complètement stupide. Maintenant, si tout le monde fait ça, c'est vrai qu'on va crouler sous le compost. Donc, je ne sais pas si c'est aussi... Enfin bon, il faut trouver un équilibre pour tout. Il y aura toujours des gens qui seront intéressés par du compost. Mais c'est vrai que ça apporte une reconnexion à la nature qu'on n'a pas forcément dans notre quotidien urbain. C'est sûr que quand on est citadin, touche pas, c'est sale, la terre, c'est sale, va te laver les mains. Bon, tout ça, c'est évident. Oui. Donc là, d'un coup, moi, je plonge à pleine main dans mes vers de terre, dans mon compost. Et mes copains qui visitent mon balcon et à qui je montre ma merveille, mais c'est dégueulasse, comment tu peux faire ça ? Non, c'est pas dégueulasse, et puis il grouille autour de mes doigts, c'est super sensuel. Encore aujourd'hui, on vous dit que c'est dégueulasse ? J'ai l'impression que c'est de plus en plus admis. Si, il y a des gens qui trouvent ça quand même un peu dégoûtant. Il y a beaucoup de phobies aussi autour du ver de terre. Mais donc voilà, j'ai ces spectateurs qui sont déjà motivés par le ver de terre. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils sont suiveurs, donc ils atterrissent là en disant tiens, qu'est-ce qu'on va voir, pourquoi Dieu, Darwin, c'est quoi ce truc, et là qui tombent des nues. Ah bon, mais c'est vraiment en fait c'est 70%, enfin c'est ce que dit Marcel Boucher, le ver de terre ça représente 70% de la zoomasse. Et c'est même pas la zoomasse dans la terre, c'est la zoomasse totale. Donc c'est tous les animaux. 70%, c'est du ver de terre. C'est dingue. Et heureusement donc qu'ils sont là, parce que ces petites bêtes insignifiantes font un travail colossal. Vous dites 3 tonnes de ver de terre dans une prairie, mais il faut voir qu'un ver de terre dans une prairie, c'est 4000 km de tunnel de ver de terre par hectare. 400 mètres de tunnel sous 1 mètre carré. C'est prodigieux, non ? C'est énorme. C'est fou, énorme. Ce réseau qu'ils tissent. Alors, les 3 catégories de vers de terre, ceux de surface, ceux à l'horizontale qui ne sortent pas, et puis les épigées, les anéciques qui montent et qui descendent. Le tout cumulé. C'est fou, hein ? Ouais, c'est fou. Merci beaucoup pour cette initiation à tous les deux au sol vivant, pour toutes ces découvertes. Avant de terminer, je vais vous demander de nous citer un livre ou une BD ou un album de musique, ou en tout cas une œuvre qui vous touche et qui concerne les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Je commence ? Allez-y. Moi, quand j'étais petite, on m'a fait lire Tistou, les pouces verts, qui est une très jolie histoire pour enfants écrite par Maurice Druon. Et
encore aujourd'hui, je trouve que c'est un très joli livre. Un petit garçon qui, partout où il met ses pouces, pousse des fleurs. Et donc, il va lutter contre la laideur des villes, la laideur de la guerre. Il va aider les gens à guérir en faisant pousser des fleurs partout autour de lui. Et je pense que le jardinage, c'est aussi effectivement amener de la paix et de la beauté et nous réconcilier peut-être nous-mêmes avec notre propre candeur, enfance et notre besoin de beau. Avec le vivant. Merci pour ce conseil parce que ça me fait penser à ma maman qui me lisait cette histoire quand j'étais petit. Et vous, Christophe ? Alors le choix était cornélien vraiment, parce qu'en plus moi j'avais préparé de la musique, des documentaires, de l'animation, des livres. Bon, il faut en choisir qu'un, c'est difficile. J'ai cru comprendre que je n'avais pas le choix, donc je vais en citer un seul qui a été... quand je parlais de cette période où ça devenait obsessionnel chez moi, le non-travail du sol, je me suis mis à chercher un peu partout ce que je pouvais trouver comme documentation. À l'époque, Internet était encore balbutiant et désormais on trouve beaucoup de choses, mais à l'époque non, pas vraiment. Et je suis tombé sur ce livre qui est le guide du nouveau jardinage, sans travail du sol, sur couverture et compost végétaux, sans baissage, ni fraisage, sans sarclage, ni binage, de Dominique Soltner. Et cet ouvrage est devenu ma Bible, vraiment. Je l'ai lu 3 fois de suite, dans le métro, dans la grisaille parisienne. Et j'adore cet ouvrage parce qu'il permet de comprendre les clés du fonctionnement du sol, comment faire pour ne plus le perturber. Et surtout, il est richement illustré. Alors, c'est absolument incroyable. C'est une mise en page que j'aime beaucoup parce qu'elle est un peu surannée, je trouve. Mais il y a vraiment il y a des photos partout avec des petits textes. Et puis Dominique Soltner, en fait, il s'est un peu spécialisé dans ce type d'ouvrage, puisqu'on parle même des Soltner en lycée agricole, puisqu'il a réalisé un nombre incroyable d'ouvrages qui sont des ouvrages qui sont utilisés dans les lycées agricoles, justement. Et lui-même, qui au début prenait un peu le travail, puisqu'il a sorti des ouvrages sur toutes les machines, enfin les types de labour qu'on pouvait mener, à la fin de sa vie, il est toujours vivant, ce monsieur, et ben voilà, il a commencé à changer son fusil d'épaule pour commettre ce très bel ouvrage. Et alors moi, j'ai une grosse bibliothèque, mais vraiment, celui-ci, il vaut bien des bouquins où on jardine encore à l'ancienne, à la pépère, et vraiment, si on a un seul à avoir, c'est celui-ci. C'est une énorme référence. Je peux dire un truc ? Allez-y. Il y a aussi Darwin qu'il faut lire. Oui. Parce que donc moi je me suis intéressée aux vers de terre, je me suis intéressée à Marcel Boucher qui a sorti un bouquin qui s'appelle Des vers de terre et des hommes chez Actes Sud en 2016, mais il y a aussi Darwin qui a travaillé toute sa vie sur le ver de terre, qui est vraiment l'ancêtre, on va dire, des chercheurs sur le ver de terre. Il y en a d'autres quand même au 19e, mais Darwin c'est le monsieur ver de terre, et il a écrit 2 ouvrages en début de carrière et en fin de carrière. Darwin était toqué de vers de terre, et c'est là-dessus moi aussi que j'ai écrit mon spectacle. Je suis partie des travaux de Darwin et des travaux de Marcel Boucher. Je vais faire une exception à ma propre règle. Je vois, Christophe, que vous aviez préparé un album de musique et c'est la première fois qu'un invité le fait. Alors, on va faire une petite exception. Qu'est-ce que c'était que cet album ? Alors, vu qu'on travaillait sur la thématique du sol, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux trouver comme musique qui va parler du sol ? Et en fait, j'ai pensé à ce groupe américain, The Resident, qui a publié... Alors, c'est un groupe absolument incroyable, dont c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On ne sait toujours pas qui en sont les membres, puisqu'ils se produisent sur scène avec un gros globe oculaire à la place du visage, un chapeau de forme et des costumes queue de pie. Et donc c'est un groupe de rock expérimental, et ils ont produit cet album qui s'appelle Mark of the Mole, qui est consacré à la vie des taupes. Et les paroles de l'album parlent de la vie des taupes, vraiment ? Ah oui, complètement. Mais alors, c'est un univers complètement loufoque. En fait, les œuvres sont multiples sur la vie du sol. Mais ça la fait plein de conseils. est mangeuse de vers de terre. Donc quand on a des taupes dans un jardin, on peut se dire « Ah tiens, ça veut dire qu'il y a plein de vers de terre, c'est chouette. » Mais moi, je n'aime pas les taupes. Elles bouffent plein de vers de terre. Alors, la taupe se nourrit aussi de vers blancs de hanneton, qui est de taupin. Donc elle élimine aussi des animaux qui sont... nuisibles. Pas nuisibles, je dirais pas jusque-là, mais qui sont pas terribles pour le jardinier. Et surtout, la taupe... Alors, moi, j'aime bien ce principe de Bill Mollison, un des pères fondateurs de la permaculture. Le problème est la solution. Donc, quand vous avez des taupes dans votre terrain, soyez heureux, puisque vous avez une terre qui est absolument incroyable pour faire des semis. La terre des taupinières est absolument parfaite pour faire des semis. Elle est légère, aérée, grumeleuse. Voilà. Donc, moi, je passe mon temps à ramasser ma terre sur mon terrain, puis du coup, elles ont disparu, en fait.
à mon grand désarroi. J'ai plus de taupe. Merci pour vos conseils à tous les deux et merci d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à vous qui avez écouté cette émission. Je remercie également Quentin qui l'a réalisé et toutes les équipes d'Upian et de Binge Audio qui la produisent. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la faire connaître, à la partager ou à mettre une bonne note sur votre application de podcast. Je vous dis rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, cultivez bien. Binge.